Alors voilà, donc là, on peut faire une petite table ronde sur les personnes qui ont accès au T60. Arnaud, Martine, Pierre Barrois pour le TJMS, le T60. S'il y a quelqu'un qui connaît, qui a accès à Saint-Véran, bien sûr, est-ce que ça vous tente Je pense que oui, hein, ça peut être un challenge intéressant. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait comme phénomène et effectivement, cette année, c'est très, très court. La question se pose surtout sur éventuellement effectivement la filtration entre le filtre méthane. Bon, ça, au T60 du pic, on a un filtre méthane, donc ça, on a déjà, mais savoir un autre type de filtre, peut-être un filtrière qui descendrait un petit peu les choses. Après, il faut voir si Amalthée est encore bien visible de ce côté-là. Peut-être que le filtrière permettra de laisser plus de flux sortis sur le… Oui, ce serait peut-être une meilleure solution que le filtre méthane. J'ai commencé à regarder un petit peu les filtres infrarouges là, qui se font, notamment chez Astronomie, qui sont des filtres qui démarrent à partir de 800 nanomètres, donc voir si ça peut être intéressant. Bon, là, pour le coup, il faudra pouvoir tester quelques temps avant l'événement pour être sûr du Alors, Amalthée, tu as un avantage, je crois que sa période de rotation, c'est de l'ordre de 24 heures, ou c'est pas loin de 24 heures. Donc, tous les jours d'avant, tu l'as à peu près à la même position. Ah, ça, c'est pas mal, oui. Donc, ça permet de tester avant. C'est ce qu'on avait fait avec Olivier, mais on ne l'avait pas assez testé. On aurait dû… Ouais. C'est quand même pas très facile. Au TJMS, il devrait essayer. Ouais, je pense que de toute façon, en fonction moi, soit maintenant je vais au TJMS, soit je vais au PIC, hein, en fonction du temps disponible. En deux. On est alors, le TJMS, c'est qu'il est… C'est quoi la hauteur des arbres? Les difficultés, c'est la hauteur des arbres et la hauteur de l'événement. L'événement, oui. La hauteur de Jupiter cette année, à Butier, ouais, ça va être chaud. Ouais. Ça va être compliqué, mais on pourra essayer. Faut savoir aussi qu'au TJMS, actuellement, il y a un grand revamping, en quelque sorte. Pour le moment, on n'a pas de date sur à quel moment il sera à nouveau disponible. Voilà, les miroirs sont en train d'être réilluminés. Mais c'est une très grosse opération actuellement. Mais au T60, on a le même problème, Arnaud. On ne sait pas si on sera opérationnel au mois de juillet. En fait, ça, il y a de fortes chances qu'on soit opérationnel. Moi, je dis ce que j'en pense, mais on peut le faire. Hein. Ouais. Non, en fait, aussi au T60, il y a un projet de remplacement un jour du télescope, sauf qu'on va dire que les appels à projets avancent à la vitesse des appels d'offres et donc ils n'ont pas encore tout le budget pour le remplacer, donc on a de fortes chances que… Donc, on a des chances que ça va. OK. Ouais. Ça a déjà reculé de 3 mois pour éventuellement avoir le reste de budget. Donc, il y a des chances que ça ne soit pas démarré cet été. Bon, si… Sur Mars, c'est formidable. Oui, et puis il y a Mars, et puis il y a Bélesta. Il y en a quelques autres, hein, effectivement, qui sont disponibles. Alors, pour le TJMS, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de refaire un profil d'horizon pour voir si, au moment des événements, les arbres ne gêneront pas. Ah, tu parles de Butier. Ouais. De Butier. Mais c'est une très bonne nouvelle là, que le miroir soit remétallisé. Donc, faire ça avec une optique très propre, c'est bien sûr un atout. C'est vraiment très important. C'est superbe. Éventuellement, Bernard, si tu arrêtes le partage d'écran, je peux vous montrer l'événement effectivement qu'Olivier avait sélectionné le 14 juillet. Mais Jocelyn, peut-être que toi, tu as un autre avis sur des bons événements pour Amalthée et TB. Mais effectivement, ce qu'il y a un coup de peau, quand on regarde les tables de Jocelyn, oui, c'est effectivement… J'ai pas écrit pour Amalthée et TB, en fait, j'ai considéré que c'était un peu technique, donc j'en ai pas parlé. Bon, alors donc, mais je peux regarder rapidement. Mais le 14 juillet, voilà, successivement à quelques heures près, on a donc Amalthée qui est éclipsé par Io
et puis ensuite Io va éclipser TB à des moments qui sont proches des élongations. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait avoir dans un champ restreint uniquement Io et Amalthée avec Io en référence, quoi. Exactement. Oui, enfin, tout à fait. Io en référence si on ne sature pas. Oui, si on ne sature pas. Ouais. Mais voilà, donc on peut se dire il y a vraiment un rendez-vous là qui peut être pas mal. Mais c'est vrai que le calendrier est impressionnant parce que finalement, on a beaucoup plus d'événements, comme nous l'expliquaient Jocelyn et Jean-Eudes, associés à Amalthée et à TB que pour des Fénus avec les Galiléens classiques. Je regardais pour Amalthée, là, pour le 14 juillet, c'est 28 degrés de hauteur. Donc, au milieu de l'événement. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal. C'est mieux que rien. Par contre, c'est un phénomène un peu rasant. Donc, on est à 0,9 d'impact. Donc, ça va, la chute de magnitude va être à limite. Indépendamment d'un intérêt scientifique, on peut faire une manip avec un intérêt déjà du challenge et ludique, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir forcément une étoile de référence ou une référence pour faire de la photométrie, mais au moins avoir les variations de luminosité, l'éclipse, avec la datation. Et ça, c'est relativement facile parce que il suffit, on peut plus facilement sortir Jupiter du champ et faire à ce moment-là vraiment une datation du phénomène indépendamment de la qualité de la photométrie. Une photométrie uniquement d'entrée et de sortie, quoi. C'est au moins une manip qui peut être possible parce que des occultations à magnitude 14 ou 15 avec les caméras actuelles, c'est pas très compliqué, même avec un 300. Hein. Voilà, on peut se dire les nouvelles caméras CMOS là, dont nous a parlé Patrick, là, les CMOS aminci, éclairage face arrière, rolling shutter, on a 1,5 électrons de bruit, on est assez proche finalement de ce que faisait le EMCCD qui était très bruité aussi. Oui, à 200 millisecondes, on fait des occultations à magnitude 14. Hein. Ouais. Donc, avec un 300. Avec un 300, oui. Enfin avec un 204, avec un C11. Mais... Alors que là, on a fait 5 secondes de pause. Alors que là, il y a 5 secondes de pause. Donc, on doit pouvoir arriver avec les caméras actuelles à faire au moins un truc qui soit peut-être pas d'intérêt scientifique, mais au moins du challenge de se dire je fais une occultation, une éclipse d'Amalthée, quoi. Je voudrais dire une chose sur la chute en magnitude. En fait, elle est toujours totale. Qu'il soit rasant ou central, on aura toujours la même chute. Le satellite disparaît complètement. Il est beaucoup plus gros. Quand c'est rasant, il y a un risque qu'il n'y ait pas de phénomène. C'est pas d'accord. Mais c'est intéressant en soi. Si on veut observer un phénomène et qu'il n'a pas lieu, l'information est intéressante. Comme les occultations. Oui, c'est comme une occultation d'étoiles par un... Oui, comme Amalthée est plus petit, ça revient à faire une occultation d'étoiles quasi, quoi. Oui, parce que lui, il rentre dans l'ombre, il est tout de suite complètement éteint. Enfin bon, c'est une manip qui peut être amusante à faire, même avec un 300 et avec les caméras actuelles. Ouais. Et puis avec un filtre IR pour voir ce que ça donne, déjà, ça peut être intéressant. Éventuellement, pour voir ce que ça donne avec un filtre. Mais... Essayer de détecter Amalthée avec un filtre IR sur quelques... Mais bon, si on sort Jupiter du champ, on n'a pas trop intérêt à filtrer. Après. Exactement. Ouais. Je peux vous poser des questions? Oui. Je trouve ça très intéressant, donc, ce que vous présentez là sur l'idée de ce contraste, en fait, un satellite magnitude 5 qui occulte un satellite magnitude 14. Et, qui éclipse, ce sont des éclipses. Hein. C'est des éclipses. On s'intéresse toujours à des éclipses. C'est pas une occultation, là, c'est une éclipse. Oui. C'est toujours des éclipses auxquelles on s'intéresse. Sur les occultations, c'est très difficile. J'ai deux questions, en fait. La première, c'est est-ce que vous pensez pouvoir faire des occultations d'étoiles par Amalthée ou pour les satellites intérieurs de Jupiter de manière générale? Est-ce que ça vous semble possible? Et ça si oui, semble possible, il faut juste faire les calculs, effectivement. Oui, s'il y en a qui sont calculés, c'est des occultations d'étoiles par des astéroïdes à magnitude 14. On n'en fait pas tous les jours parce qu'il ne fait pas beau, mais c'est assez banal en fait.
c'est assez banal. Naïvement, je pensais qu'avec Jupiter à côté. Sauf qu'il y a Jupiter à côté, quoi. Voilà, faut tester, quoi. Mais ça peut être une étoile relativement brillante qui fait magnitude 10, par contre. Hein. Oui. Oui. Il y en a eu par le passé. Par le passé, mais pas par Amalthée. Mais s'il y en a, il faut, pourquoi pas. Ouais, alors donc ma question c'est la suivante, parce qu'en fait avec Jocelyn, on travaille aussi en parallèle beaucoup on commence un peu à travailler sur les occultations d'étoiles par les satellites. Et alors bon, le problème des satellites intérieurs, c'est qu'ils sont petits. Donc évidemment, il y a peu d'occultation d'étoiles. Et si on a, statistiquement, ça serait plutôt... C'est quand même 200 km. 200 km par rapport aux astéroïdes, c'est gros. Hein. 200 km. Plus loin. Ok, alors je me rappelle avoir... On va peut-être regarder avec Jocelyn, je pense qu'on avait coupé à la magnitude 12, peut-être qu'on peut aller au-delà. Donc première question, à votre avis, jusqu'à quelle magnitude d'étoile on pourrait aller pour faire ce genre de phénomène, pour observer ce genre de phénomène, sachant que Jupiter n'est pas loin? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est jusqu'à quelle magnitude d'étoile on pourrait aller pour observer une occultation d'étoiles par un satellite comme Io, par exemple, ou Europe, en sachant que cette fois-ci, on va avoir un gradient de magnitude très fort. Mais on est plus loin de Jupiter. Ce sera toujours le satellite qui sera plus brillant que l'étoile. C'est ça qui est embêtant. Donc, il faut une étoile assez brillante pour avoir quand même une chute en magnitude observable. Oui, mais on a eu pas mal de cas. C'était l'occultation de Pallas, qui est très brillante et qui a occulté une étoile relativement faible. Et finalement, on avait un bon rapport signal sur bruit. Et c'est comme pour les transits d'exoplanètes. Hein. Songez que... Oui. Aujourd'hui, on arrive à faire, Romain Montaigu à la Société astronomique de Lyon, là, nous a montré comment il faisait des transits d'exoplanètes avec un bruit RMS qui se chiffrait en 1-2 millimagnitudes, hein, sur des étoiles de magnitude 8. Il arrive à faire ça. Ouais, enfin là, quand on fait des occultations de façon un peu standard, on est loin de la millimagnitude quand même. Hein. Non, bien sûr. Non, mais voilà, c'est effectivement, ce sont les limites. Mais disons, le pourcent, quelques pourcents, voilà, là, c'est possible. Ça dépend beaucoup de la résolution temporelle qu'on veut, Thierry. Ouais. Oui, non, mais c'est voilà, il faut avoir un rapport signal sur bruit qui permette de sortir le pourcent. Pour revenir là sur l'occultation, j'avais fait ce schéma-là il y a quelques années, hein, mais voilà, avec un Schmidt-Cassegrain ou avec un télescope à longue focale, voilà le schéma que vous pouvez avoir pour faire un coronographe planétaire. Bien sûr, plus le système optique est simple, mieux c'est. Mais comme dans un coronographe, donc se dire on a un machin qui est occulte, donc qui va masquer la planète largement, bien sûr, on n'est pas gêné. Après ça, donc mettre ça au foyer du Schmidt-Cassegrain où on minimise les aberrations, hein, faire vraiment ça au foyer primaire de l'instrument, mettre juste derrière une lentille de champ, hein, qui va conjuguer la pupille de l'optique avec un diaphragme pour bloquer la diffusion de la lumière issue de Jupiter également, qui va venir des bords de la pupille. Voilà. Et puis derrière ce diaphragme, donc, mettre une autre lentille qui, elle, va conjuguer l'image au foyer primaire sur le plan focal, sur notre matrice. Et là, avec une combinaison 2F, 2F, où finalement, voilà, quand vous connaissez la conception des oculaires, finalement, là, on fait un plus. Là. Hein, donc, avoir deux achromas identiques et qu'on utilise tête bêche pour compenser toutes leurs aberrations. Et avec ça, vous faites... voilà, je pense que c'est beaucoup de télescopes de 60 devraient avoir en fait cette configuration-là pour que ce soit les étoiles brillantes. Tu n'es pas obligé de mettre une lentille de champ quand même. Ben c'est pour bloquer la lumière parasite de la pupille, hein, sur le diaphragme. Hein, mais éventuellement, vous pouvez essayer sans, mais normalement, ça devrait avoir un impact ça aide. Important. Ça aide, mais bon, il ne faut pas que ça diffuse ta lentille. Hein. Ah, bien sûr, non, mais moins on met de lentilles, mieux c'est. On est bien d'accord. Et j'avoue que la solution de François, si elle est
accessible, elle est pas mal. Voilà. Et puis, pour revenir, voilà à nouveau le filtre du méthane, le spectre de Jupiter et de Saturne. Et vous voyez la bande du méthane, elle est là. Hein. Donc, c'est effectivement l'intérêt du méthane se limite à une faible bande qui fait quand même, vous voyez, 20 nanomètres de bande. Hein. Là, on est à 850 nanomètres. Voilà, ici, on est à 880 nanomètres. Ici, à 900 nanomètres. Voilà, et si on fait ça, on divise quand même le flux du Soleil, le flux naturel de Jupiter d'un facteur 10. Hein, donc, voilà, malheureusement, on diminue le flux de Amalthée aussi. Ah, bien sûr. Non, mais c'est, voilà, on réduit le flux parasite d'un facteur 10, mais on augmente d'un facteur. Voilà. Et donc, on avait trouvé effectivement il y a 6 ans dans le catalogue Edmund, vous voyez un filtre qui a une large bande, qui est pas. Parce que sinon, vous avez un autre filtre qui est vendu par Bader, mais qui a une bande plus étroite, paradoxalement. Voilà, et ces filtres valent, voilà, chez Bader, il y a 5 ans, ça valait 175 €. Et chez Edmund, suivant le diamètre du filtre, vous voyez entre 65 € et 200 €. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? Alors, un petit groupe mobilisé là, pour mobiliser les 60 cm. Et je pense que ce serait pas mal là, de faire un bien sûr, un groupe de travail groupe inter. Que vont faire les professionnels au fait? Est-ce que les professionnels se mobilisent sur Amalthée et TB? Il y aura sûrement une observation au pic le 14 juillet. Le 14 juillet, d'accord, vous ne défilez pas, alors c'est bien. Et Valérie, dis-nous, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire une observation ou est-ce que ton intérêt pour les éphémérides, c'est plutôt d'avoir, je ne sais pas, au travers du mois d'avril, mai, juin, une observation chaque mois pour faire plusieurs points? Pour Amalthée, tu veux dire? Sur Amalthée ou sur TB, est-ce que… Ah bah, évidemment, si évidemment. On a ça, il ne faut pas rêver non plus, hein, avec un Jupiter si bas. Si on a celle du 14 juillet, on sera déjà content. Bon, donc on vous mobilise… Mais on peut en essayer d'autres, hein, évidemment. Oui. Jocelyn, voilà, tu nous sélectionnes, voilà, peut-être pas plus de 10 phénomènes, et puis on essaye de se concentrer sur les 10 phénomènes, meilleure élongation, meilleure hauteur au-dessus de l'horizon, et puis bien sûr de nuit, parce qu'on ne va pas le faire en plein jour. Pour Amalthée, c'est ça, ITB? Oui, pour Amalthée et TB. 8 TB de jour, ça risque d'être un peu compliqué. Oui. Bon, il y en a aussi au mois d'août. Hein. Juste un point, oui. Vous vous en doutez peut-être, mais lorsqu'on observe un satellite qui est vraiment à l'élongation, en réalité, c'est là où l'information dynamique est la plus faible, puisque l'essentiel du mouvement se fait dans le long de la direction radiale. Ah oui. On dit, vous contraignez très peu le mouvement. Dans l'idéal, la meilleure contrainte sur l'orbite, c'est lorsque le satellite va le plus vite possible dans le plan tangent, puisque vous observez dans le plan tangent. Donc, autrement dit, le plus loin possible de l'élongation. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas possible. Devant Jupiter, c'est un peu dur. Mais, dans le cas des satellites intérieurs, ce que je voulais dire, c'est que voilà, faut avoir conscience que observer vraiment à l'élongation, je sais bien que ce sera plus facile, mais la pertinence dynamique ne sera pas extraordinaire. Voilà. Mais après, je comprends l'intérêt de le faire, hein, et le challenge. Un tout petit peu avant, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'être très loin d'élongation pour avoir une vitesse qui est… Non, plus vous avez une élongation, l'éclipse sur Amalthée qu'on a mesurée, elle durait 2 minutes, je crois. Oui, c'est l'ordre. Elle n'est pas très 2 minutes. 2 minutes, on peut obtenir une précision de l'ordre de 10 secondes sans trop de difficultés. Et pour l'événement du 14 juillet, apparemment, l'élongation n'est pas maximum. Hein. Il peut monter jusqu'à 5 voilà, c'est rare que ça soit. Mais c'est vrai que ça veut dire, voilà, la première expérimentation à faire avec chacun des télescopes, c'est jusqu'à quelle distance du diamètre de Jupiter on peut voir Amalthée et TB. Et le plus près de Jupiter sera le plus pertinent, évidemment, dynamique. OK. Bon, très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir là, sur les gros diamètres de télescope? On achète des fibres optiques. Hein. On achète des fibres optiques, oui. Je peux faire une petite remarque? Oui, Patrick. Amalthée et TB, ce sont bien des satellites qui sont composés de graphite, non? Oui, ils sont tout noirs, oui. Les albédos sont très faibles, oui. La densité, en fait, c'est la densité d'Amalthée qui est la seule en fait, qui a été mesurée. On n'a pas la densité des autres satellites. C'est 0,87 grammes par centimètre cube. Autrement dit, c'est la glace extrêmement poreuse. Donc, autrement dit, typiquement, ça peut être du silicate, quoi. C'est pas de la roche. C'est plus une espèce de composé. Alors, on ne sait pas trop. Pour l'essentiel, ça peut être de la glace recouverte d'une couche très, très noircie. Hein. Mais globalement, c'est un objet qui est extrêmement poreux. Parce que si on utilise une caméra entre 1 et 2 microns, il devra apparaître très brillant. Vu que le graphite explose. Oui. Ton idée, oui, d'accord, c'est d'utiliser une caméra infrarouge. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne idée, effectivement. Avec un télescope Newton, enfin type Newton. Et Patrick, tu voulais nous proposer, effectivement, tu avais identifié un fournisseur d'une caméra relativement optimisée dans l'infrarouge que le fournisseur pouvait nous prêter, c'est ça? Oui, Optris, pendant 15 jours, pendant un délai de 15 jours. Voilà. D'accord. 15 jours au TJMS. Bon, bah, écoute, on peut programmer ça, et puis pourquoi pas, on programme une manip au TJMS. On fait ça en mars ou en avril, et pour se préparer. Il faut être rentré à 18h, c'est tout. Il faut que le miroir soit remonté, surtout. Surtout, il faut qu'il y ait des miroirs. Il faut que le miroir, voilà, oui. Alors, où on refait ça à Amiens, etc. Pour la caméra infrarouge, il faut que je prévienne l'entreprise un mois avant, au minimum. Ouais, donc. Sinon, on testera sur celle du 14 juillet. Du 1 au 15. En pensant à ça, Thierry, à un moment donné, on est en train de regarder des senseurs en fait, qui permettent de régler l'exposition en fonction des lignes et des colonnes du senseur. C'est ce que je me trompe ou ça pourrait être une option aussi, c'est-à-dire que sur une partie, en fait, on faisait des fenêtres, tu pouvais régler soit le gain ou les temps d'exposition en fonction des différentes parties du senseur. Je ne me rappelle pas, c'est quel fabricant qui fait ces senseurs. Est-ce qu'il a des caméras ce sont des fonctionnalités qu'on peut trouver effectivement dans des caméras CMOS, du fait de la possibilité de faire un accès aléatoire aux pixels. Et c'est effectivement une très bonne idée, ça aussi. Ça nous permettrait d'épargner l'occultation physique des Jupiters et de mettre un gain maximum sur une partie des senseurs. Je me rappelle avoir vu ça dans une exposition des senseurs des caméras. Et puis, il nous présentait ça, il mettait dans une boîte une LED à côté d'une... Oui, voilà. Et puis, là, il mettait un gain, une exposition très, très faible sur la LED. Et à côté, il mettait une autre pointe sur une fibre optique avec une lumière. Et il mettait une autre exposition très, très forte sur la lumière. Et il s'arrivait à avoir des flux plus ou moins comparables. Oui, c'est ce que fait NIT, c'est une boîte française, mais on en parlera. C'est vrai qu'on pourra revenir là sur ces caméras. Il y a des caméras avec des réponses logarithmiques. Alors, c'est vrai qu'on peut s'en méfier là, pour la photométrie. Mais l'autre fonction qu'on peut faire effectivement avec des caméras CMOS, c'est des alternances de pauses brèves et de pauses longues entre trames successives pour avoir les deux possibilités, augmenter la dynamique artificiellement. Bon, très bien.